Hi, Clyde. We will be pursuing with you with the presentation. So the floor is all yours now. Thank you. So, good morning. Thanks for Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cet atelier. Oui, yes. Est-ce qu'on entend la salle? Oui. Pierre vous a donné vraiment une très belle présentation de la situation en Californie et de ce que nous y faisons. Je ne vais pas présenter mes diapositives telles que je voulais. Il est très important que ce groupe comprenne que non seulement ce que nous faisons en Californie, mais en termes d'intégration des énergies renouvelables, des ressources d'énergie renouvelables et comment appliquer sa solution à l'ensemble de la Caraïbe. Je suis familiarisé avec les réseaux dans la Caraïbe, beaucoup de ce que nous avons à faire pour faire avancer l'intégration des énergies renouvelables et le système de batterie. Il nous faut mettre en place des normes, la mise en place de centres de collecte de données, comme nous le faisons aux États-Unis. Donc, il est très important de ne pas refaire ce que nous faisons en Californie, mais savoir comment le faire dans notre région, qui est la Caraïbe, pour rendre intéressante l'intégration ou non des énergies renouvelables. Je ne vois pas la diapositive, mais est-ce que nous pourrions aller? Et pouvons-nous aller à la diapositive qui nous montre, je crois, avez-vous dit Dakar? Donc, est-ce que ce serait possible de pouvoir le remettre? We are going, okay. okay. Keep on going down. We can talk Continuez. really quick about this. On va parler rapidement de ça. Vous êtes familiarisé, alors on ne peut pas parler de ça. Cette diapositive nous montre beaucoup, nous dit beaucoup. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On regarde à cette initiative. On appelle ça la courbe du canard assis. Comment pouvons-nous aplatir cette courbe et faire voler ce canard? On n'a pas un problème de production pic. Le problème principal ici, c'est le samedi et le dimanche quand il y a une faible et plus faible demande. Mais nous ne sommes pas obligés de gérer en fait une très grande variabilité que l'on voit avec l'éolien et le solaire. La Californie importe environ 20% de ses besoins en énergie une journée où il fait très très chaud. Alors que Pierre nous disait qu'un jour où il fait très très chaud, quand il fait très très chaud, il n'y a pas de vent ici de l'autre côté et il y a une baisse de la production à partir du solaire. Donc, il y a un problème avec la connexion des réseaux. Donc, nous avons souvent un déficit de 15 à 16 kV. Maintenant, avec la production solaire, la production éolienne, tout le monde a besoin d'énergie quand il fait chaud pendant des jours de suite. Et souvent, quand nous avons besoin d'acheter de l'énergie, cette énergie n'est pas disponible par ceux qui eux-mêmes en ont besoin. Mais nous avons la capacité de 76 000 mégawatts. Nous avons des génératrices qui peuvent supporter. Et parfois, nous avons
des moteurs d'avion, comme on les appelle, qui sont capables de générer une très grande, une très forte production. Mais les utilisons en cas d'urgence. De toute manière, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de trouver des initiatives qui nous permettent que, bien que nous n'ayons pas eu de gros blackouts depuis 2012 en Californie, nous voulons nous assurer que nous n'aurons pas de blackout. Une chose dont Pierre a parlé, c'est que qui un gros. Mais je vous dirais que qu'avant de voir ce que ces ressources pouvaient réaliser, je pensais que c'est un gros problème. Si vous m'aviez proposé la question, il y a 10 ans, j'aurais dit que c'était possible d'intégrer l'énergie renouvelable au réseau traditionnel. Ben, il faut maintenant réfléchir différemment. Vous avez des réseaux qui eux-mêmes produisent une certaine quantité de mégawatts pour augmenter aussi le courant en circuit fermé pour certaines régions. Mais vous voulez aussi un système par lequel vous pourriez injecter rapidement une autre quantité de mégawatts. Par exemple, si vous perdez 5 mégawatts, si vous avez des batteries maintenant qui pourraient injecter 200 mégawatts en quelques secondes, dans l'Ouest, ici, nous voyons des fréquences d'environ 8 secondes. Donc, si je pouvais générer des mégawatts dans le réseau qui pourrait augmenter la fréquence et diminuer les périodes d'inertie, il y a aujourd'hui, moyen aujourd'hui de répliquer l'inertie. Je peux injecter des mégawatts rapidement, mais ceci m'amène à une autre chose que vous pouvez faire en Haïti. Nous pouvons le faire dans d'autres pays de la Caraïbe. Quand nous développons des normes aux États-Unis, nous créons créer des standards qui prévoient que nous ne pouvons pas baisser la charge à N-1. Vous regardez, à ce moment-là, vous allez perdre une grosse ligne de transmission, une grosse timing si vous chutez au-delà de certains seuils de production. C'est par exemple un des critères que vous pouvez intégrer dans vos normes et vous vous assurez que les entités respectent. Aux États-Unis, nous sommes déjà plus loin que ça. Nous regardons les connexions. Par exemple, pour la Californie, il y a une petite connexion avec le Nevada, il y a une autre connexion avec 14 autres États comme le Colorado. Donc ça, c'est un espace très vaste. Ce que nous faisons, l'autre chose que nous faisons, nous regardons le plus gros problème qui pourrait se passer pour une région. On le fait pour tout le pays. Par exemple, au Texas, ce serait la double panne. Pour N-2, on regarde ce qui s'appelle la fréquence de la réponse. On regarde l'espace temporel. On est sûr, on veut s'assurer que nous pouvons produire la capacité et aux normes. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, c'est devenu une loi où vous devez injecter des mégawatts dans le système dans les 52 secondes qui suivent la panne. Quand vous fonctionnez, vous devez établir le système de manière à ce que vous pouvez automatiquement, ou si vous perdez 2 grosses unités, vous pouvez injecter un nombre X de mégawatts dans le système. Autrement dit, vous ne pouvez pas tomber au-dessous de certains niveaux. Le premier critère, pour N-1, vous pouvez
et maintenir la connexion, mais avec N-2, vous ne pouvez pas tomber en deçà de la connexion et ceci doit être intégré aux critères de planification des interconnexions entre les systèmes. Les règlements sont très différents d'une entité à l'autre. Par exemple, au Texas, ce qu'ils font, ils ne peuvent pas avoir une réponse de fréquence dans les 52 secondes. Ce qu'ils font, il y a des secteurs qui opèrent le marché, ils injectent 1400 mégawatts en moins d'une demi-seconde. Comme ça, un foyer au Texas, au Texas, il y a 2 usines nucléaires qui peuvent immédiatement injecter une charge. Autrement dit, il y a des charges qu'il y a disponibles sur le marché qui sont vendues à un meilleur prix pour réduire la fréquence de la capacité de réponse aux fréquences en cas de système, en cas de panne du système. C'est un petit peu différent pour la partie des États-Unis. Quand nous avons créé cette norme, tous les partenaires ont dit, écoutez, mon système est différent, il me faut différents temps. Donc, avant d'entrer dans les détails, je vais vous dire comment renforcer le système en général. D'abord, il faut que l'énergie soit au meilleur marché possible. Donc, on regarde l'énergie solaire, il nous faut l'énergie éolienne. En Haïti, il n'y a pas beaucoup d'énergie hydroélectrique. J'ai installé le solaire. Par exemple, au Nigeria, ils ont les mêmes problèmes que vous, plus ou moins. Ils nous ont dit, par exemple, qu'ils ont une perte d'environ 40% de leur production. Et j'ai lu quelque part qu'Haïti avait même affiché une perte de 50%. Ça, c'est vraiment un secteur, un domaine sur lequel nous devrions nous concentrer. D'abord, comment diminuer ces pertes. Aux États-Unis, les pertes sur l'ensemble du réseau sont plus proches de 5%. Écoutez-moi, comparer 5% à 50%, il y a une énorme différence. Donc là, il y a un espace de travail pour réduire les pertes sur le réseau. Deuxièmement, comment intégrer les énergies renouvelables au secteur. Ce qu'ils ont fait au Nigeria, ils ont beaucoup de capacités, ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Ils étaient en train d'installer de l'énergie renouvelable, mais pas connectée au réseau principal. Maintenant, ils sont en train de réfléchir à connecter les mini-réseaux au réseau de ville, au réseau principal. Donc, vous avez des opportunités de réfléchir sur ces questions. Donc, voilà, il faut que vous puissiez mettre en place des systèmes de contrôle de la chaleur, de la perte, de la distribution, de la transmission. Donc, il y a 10 ans, nous n'aurions même pas réfléchi à ça aux États-Unis. Aujourd'hui, chaque entreprise pourrait offrir cette capacité, ces 3 aspects. Donc, si vous installez du solaire, de l'hydro ou de l'éolien, vous pouvez également générer une capacité de contrôle de production et l'intégration au réseau national. Donc, il faut avoir 3 choses principales. Quand il s'agit d'énergie hydroélectrique, les producteurs veulent générer veulent produire de l'argent. Il faut que vous puissiez produire l'énergie au même coût ou véritablement presque au même coût que le solaire, que l'éolienne. Parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer ainsi l'énergie renouvelable au système. Je ne sais pas si Pierre vous a montré cette diapositive. Nous avons pratiquement intégré 80% de la demande de la production avec juste le solaire et l'éolien. Donc la question est de savoir maintenant comment soutenir un fort pourcentage de demande à travers le solaire et l'éolien. Vous aurez des jours où il y aura moins de soleil, le vent souffle moins fort,
Maintenant, nous regardons aussi les capacités de stockage nécessitées, faut-il le stockage à court terme, à moyen terme, à moyen long terme. Là encore, un autre aspect. On parle également de la rapidité de production de mégawatts. On commence à avoir des problèmes avec la production rapide de mégawatts et à partir de batteries. Si une batterie, par exemple, peut produire de l'énergie au système, mais par cycle, là, il nous faut regarder aussi les coûts d'exploitation de ce système. Donc, il y a aussi l'aspect coût des solutions que nous proposions. Quand nous balançons le système, nous le faisons en deux temps. Nous balançons le système de les 5 minutes, autrement dit, chaque 5 minutes, nous regardons la disponibilité dans la région pour dire est-ce que nous pouvons acheter à plus faible coût, est-ce que nous pouvons produire au faible coût, et nous avons 5 minutes pour le faire. Mais nous avons aussi une obligation de balancer, d'équilibrer le système toutes les 4 secondes. Toutes les 4 secondes, ça a l'air rapide, mais en fait c'est très lent, parce que nous balançons l'électricité probablement à la vitesse de la lumière. Donc 4 secondes, quand vous regardez l'aspect offre et demande, je peux vous dire que c'est déjà vraiment aussi une période aussi longue, aussi courte que vous pensez ou longue que vous pensez. Aux États-Unis, dans certaines régions, c'est 2 secondes. En Europe, c'est 6 secondes. En Californie, c'est chaque 4 secondes. C'est difficile pour nous. Pardon. Ce qui rend les choses difficiles pour nous, pardonnez-moi, je suis en train de parler de beaucoup de choses en même temps. Si nous allons aux diapositives une par une, nous ne pourrions pas parvenir aux questions proposées. Donc, je vais arrêter dans 2 ou 3 minutes pour prendre des questions, non seulement de ce que vous avez, mais aussi les premières questions qui avaient été posées lors du début de la présentation pour être sûr que nous avons répondu à toutes les questions que vous voulez poser. Maintenant, en termes de services additionnels, voilà ce que nous utilisons pour balancer le système toutes les 5 minutes. Sur un marché, nous cherchons naturellement les coûts les plus faibles possibles. Et tous les 4 secondes, il faut nous assurer que nous avons une réponse de fréquence. C'est la première chose que vous voyez. Maintenant, les différents pays font les choses différemment. Mais tout est généré vers la génération de profit. Vous regardez en Amérique du Sud, en Europe, par exemple, ce qu'ils font, ils n'autorisent pas leurs installations à fonctionner au maximum de capacité. Par exemple, si vous avez une centrale qui fonctionne à 92 MW, aux États-Unis, 95,5% de leur capacité. Donc, la réserve qu'ils créent peut répondre à la demande pour que si quelque chose arrive sur le réseau, ce serait leur première ligne de réponse. C'est ce qu'on appelle la réponse de fréquence. Dans ces pays, ils le font de manière automatique. Le système ne s'effondre pas, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous pouvez réfléchir en Haïti. Si vous voulez générer des mégawatts rapidement, en vous basant sur des chutes de fréquence, vous devez peut-être réfléchir à l'exploitation de centrales, mais jamais à 100%. Mais aux États-Unis, c'est différent, c'est toujours à 100% parce que tout le monde veut maximiser les profits. Et s'ils veulent mettre en fonctionnement une centrale qui fonctionne à 100%, ils n'acceptent pas de le faire à 95%. Donc, la réponse aux fréquences est très importante, est clé quand vous décidez votre réseau. L'autre question, c'est la réglementation. Nous faisons une régulation toutes les 4 secondes parce qu'il vous faut balancer les choses. Je ne dis pas que c'est ça. Ça rend la situation difficile, mais l'intégration des énergies renouvelables aux États-Unis, c'est un peu difficile parce qu'on a travaillé sur les standards. J'ai travaillé sur ce système de normes
nous avons l'obligation que toutes les minutes, nous devons nous dire que nous supportons la connexion de fréquence ou bien est-ce que nous nous reposons sur la connexion de fréquence. Ça, c'est un peu difficile, ça fait partie de mon travail. Tous les jours, je regarde ce qui s'est passé la veille. Chaque minute, je regarde comment nous contrôlons, comment nous gérons les réseaux. Si je vois un écran, par exemple, au cours d'une heure, j'essaie de trouver pourquoi et de trouver des moyens pour mitiger, pour atténuer ce problème. Ce n'est pas difficile. On peut toujours vous apprendre à comment recharger le PL, mais on parle également des réserves de rotation. Si nous perdons la plus grande capacité, que nous assurer que le système ne tombe pas, ça c'est une exigence pour l'ensemble des États-Unis. Le spinning reserve, ce n'est c'est une norme pour seulement Californie, mais si vous regardez la côte est sur les Texas, ce n'est pas une exigence. Il vous permet d'avoir une unité hors ligne, mais si vous pouvez la brancher en ligne en quelques minutes, c'est ça la différence. Donc, nous faisons les choses différemment, dépendamment du pays. Dans votre système, vous voulez vous assurer c'est comme ça que nous, pardon, on parle de réserve tournante, pardon. Vous voulez optimiser le système. Et c'est là que la réglementation intervient. Comme ça, si vous perdez les plus grosses unités de votre système, vous voulez vous assurer que vous avez la capacité de ne pas entièrement voir l'arrêt de vos centrales. On a parlé de la fréquence de réponse et de la rapidité avec laquelle vous devez réagir. Regardons maintenant la réserve tournante qui doit être déclenchée en quelques secondes. C'est là que nous touchons la fréquence minimum. Et entre 20 et 50 secondes, il faut stabiliser le réseau pour que tout recommence à marcher après. Si vous pouvez aller à la diapositive, s'il vous plaît, qui est tout juste après. This slide shows you, okay, slide 27. Next one. So this slide shows you, I like this slide because it shows you what... J'aime cette diapo parce qu'elle vous montre ce que les ressources renouvelables peuvent faire. Il s'agit d'une énorme centrale solaire. On a fait effectivement les tests. Dans ce cas, si vous regardez la ligne jaune, c'est le voltage effectif. Vous voyez comment ce voltage était stable. Et cette ligne orange, on a pris cette unité, 100 mégawatts, on l'a amené à 0, on l'a ramené à 200. Et vous regardez comment la courbe est restée stable. Ceci vous montre que la production des mégawatts est découplée. Et vous voyez pardonnez-moi, les changes, comment on a pu changer les mégawatts, les mégavals de cette unité, on a pu changer le voltage. Ce que ceci vous montre également, vous pouvez exploiter une centrale solaire la nuit. C'est une centrale de 300 mégawatts. Cette centrale avait besoin de 3 mégawatts hors réseau. Voyons s'ils utilisent cette centrale pour produire 100% de réactivité. Ce serait de tirer 3 mégawatts du réseau normal pour passer du système de 230 kV à 100 et quelques 142 kV. Ceci est très utile et vous montre comment la nouvelle, quand je dis nouvelle, je crois que c'était 2020 pour cette centrale.
Le problème, le défi que nous avons actuellement, c'est que comme cette centrale ne fait rien la nuit et que nous voulons euh, mettre comme une additionnelle, mais qui va payer pour actionner le système d'essai? C'est quelque chose qui est toujours en cours en Californie. Si nous pouvons trouver un accord et dire que l'opérateur de réseau va fournir à 3 mégawatts supplémentaires, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? J'ai 2 autres diapositives et puis nous arrêterons là. Deux plus bas, c'est là, ici, s'il vous plaît. Ça, là, celle qui vient avant. Ceci vous montre comment les centrales solaires fonctionnent. Je ne recommande pas ceci, la capacité de suivre facteur de puissance. Nous avons la capacité de contrôle de voltage ou nos contrôleurs de voltage à des sous-stations clés. Pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui est au téléphone. Voilà, merci. Non, non. Il y a quelqu'un dans la voix. Getting a feedback. Okay, so this shows you different ways you can control voltage, either power factor, operate at unity power factor if you want to, operate at a given power factor, operate at a voltage schedule, and they can do it. If you look at the old days, si vous regardez ce schéma, ceci vous permet de voir combien de réactivité ce système peut produire, la capacité de gérer le voltage, le contrôle à plein voltage quand il charge, quand il décharge leur voltage. Et ceci est calibré dès que nous installons les batteries. Vous pouvez calculer la différence entre l'apport des centrales solaires ou centrales éoliennes avec un contrôle total sur le voltage. Et je crois que ce que je préfère, encore une diapo, s'il vous plaît. La prochaine diapo. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Non. Oui. Encore une, s'il vous plaît. C'est celle-là. Celle-ci vous montre. Là encore, c'est une centrale solaire de 300 MW. Nous l'avons activée en été, en pleine journée, quand le soleil était véritablement au zénith. Et ce que ceci nous démontre, c'est que si vous regardez de près, cette ligne jaune, mais derrière cette ligne jaune, il y a une ligne rouge. C'est un seconde de 4 secondes que nous avons envoyé à cette usine. Et la ligne verte nous montre la capacité basée sur les heures d'irradiation. De là, on a enlevé 30 mégawatts et on a injecté des signaux après 30 mégawatts d'injection et pour niveau 0 pour voir si ce système allait répondre à un signal donné après 4 secondes. Vous voyez que le signal est devenu immédiatement au-dessus de cette ligne rouge, cette jaune. On voit que là, le petit point rouge au-dessus du point jaune. On voit que avec une régulation tous les 4 secondes. Ceci, en perspective, nous montre que nous avons en Californie la capacité de suivre après 4 secondes et 62% de la capacité de production. Nous avons pu avoir une exactitude de 90-96% des fois, ce qui veut dire que tout peut être fait, tous les services accessoires peuvent être fournis et dans un délai de 4 secondes. Donc gardez ceci et à l'esprit quand vous faites des modifications à votre système. En Haïti, une dernière diapo et puis de là, on va ouvrir la session questions-réponses. La prochaine diapo va vous montrer, là c'est vraiment intéressant, ceci vous montre 2 choses.
vous pouvez, le gouverneur groupe setting pour passer du faible charge à charge totale à l'intérieur de 60 cycles. Nous avons fait la même chose. Vous pouvez changer ceci très rapidement. En général, il y a un écart de 5% qui a, à cause de la haute fréquence. Le système solaire a pu réagir à ce changement de fréquence très rapidement. Celui que j'aime, c'est l'image à droite qui vous montre une baisse de fréquence. On a changé, et ceci à 4%. Nous enseignons maintenant qu'au lieu d'exploiter à 5%, nous opérons à 12%. Regardez la vitesse de réaction. Le système a pu réagir tellement rapidement que la personne qui demandait la question, pour demander si c'est une préoccupation, regardez comment la capacité de réaction a été rapide en cas de chute de la fréquence. Non, ce n'est pas un problème. Nous pouvons avoir des fermes solaires, des fermes éoliennes, réagir de cette manière si surtout en période de pleine ventosité ou de pleine radiation. Il y a plusieurs chiffres que nous regardons. Nous regardons l'ISO pour voir ce que nous pouvons faire pour intégrer l'énergie solaire des deux côtés, en temps de forte demande et faible demande. Il nous faut 100% de l'énergie pour desservir notre puissance d'alimentation. Maintenant, en 2020, nous n'avons pas beaucoup d'hydro. Nous avons peut-être 10 000 mégawatts d'hydro. Nous avons également de PV. Aujourd'hui, ça ne compte pas. Quand on regarde l'Amérique du Sud, même en Europe, ils comptent tout leur hydro pour satisfaire la demande et ils disent ça c'est l'énergie renouvelable. Aux États-Unis, c'est spécialement en Californie, quand les décideurs ont créé ces normes, ils ont décidé de ne pas intégrer l'hydroélectricité. Et ceci prendrait jusqu'à hauteur de 30 mégawatts. Et c'est pareil pour l'énergie solaire et éolienne. Si vous n'arrivez pas à capturer cette énergie, c'est une énergie que vous perdez. Donc, nous espérons que dans les prochaines années, nous pourrons capter le maximum à partir des éoliennes et des PV pour pouvoir alimenter nos réseaux. Donc, j'ouvre la session et j'espère que Pierre et moi, nous pourrons vous parler plus amplement et répondre à vos questions concernant ce qui se passe en Californie. Donc, on va essayer de faire notre mieux pour répondre à vos questions. I don't know if Everson, we can start by taking some questions de la salle. Je ne sais pas. Dr. Everson Calix est en ligne, Sister Christine. Voilà, merci Ludmilla, thank you so much. Et avez-vous des questions au niveau de la salle? Je te passe la parole, Dr. Calixte. Pour la question de la salle, si on peut prendre 1 à 2 max pour revenir aux questions Q&A. Vous me recevez et Ludmilla, je suis dans la salle, on va prendre. Oui, on reçoit. Très bien, très bien. Just before taking any questions, I would like to Avant de prendre des questions, je thank voudrais my former student Obed and Clyde remercier for mes anciens étudiants this Obed et wonderful Clyde presentation, pour cette magnifique and présentation on behalf of Quisqueya et University au nom de and the state l'université universities as well, Quisqueya the Haitian universities. et de l'université d'État, I would like to également thank des them universités haïtiennes en général, les remercier and tell them that their experience continue to et leur inspire dire Haitians toward a low carbon qu'ils future. continuent Thank à you. inspirer des transformations des réseaux à travers justement la réduction de l'empreinte carbone. Thank you for the time and thank you for Merci de the votre presentation. temps. Merci de vos présentations.
Maintenant, on prend des questions au niveau de la salle et de l'université. Je sais que vous Now n'êtes pas, we'll be addressing je sais que vous questions n'êtes pas familier from the vraiment audience. avec la façon dont Californie gère son réseau, surtout avec le I gestionnaire know indépendant that du here réseau you de are not Californie. Donc, really c'est un exemple qui peut familiarized with the nous way. interpeller en Haïti. Avez-vous des questions? Vous pourrez prendre des questions au niveau du chat et on reviendra et au niveau de la salle si on a une question. De toute façon, on a 10 minutes, on a 11 minutes pour les questions et puisque la session a été prévue jusqu'à 12h30. Donc, on va revenir vers vous et Ludmilla, vous pourrez prendre les questions au niveau de la salle. Et au niveau du chat, merci. Besoin d'interprètes pour pouvoir les traduire pour Monsieur Loutan. Donc, notre question qui a été posée en anonyme. A question that was asked by an anonymous participant. Les énergies renouvelables dans l'équation d'optimisation du power flow, considérant leurs caractéristiques intermittentes. Donc, je vais répéter. Est-ce que vous représentez les énergies renouvelables dans l'équation d'optimisation du power flow, considérant leurs caractéristiques intermittentes? Pardonnez-moi. Leurs caractéristiques, Okay, so. leurs caractéristiques, pardon. Oh, so. Absolument, yeah, right. pardon. So, but let me Oui. get into a little detail. Laissez-moi donner un petit peu plus de contexte. You can only do limited. Dans You can study the system. avec le modèle de flux de puissance, vous pouvez regarder seulement les pics de production, les faibles productions. Vous ne pouvez pas véritablement voir les défis opérationnels posés par les renouvelables en faisant seulement l'étude des flux de puissance. Mais nous devons également regarder les données de stabilité pour nous assurer de la fiabilité du système. Quand vous exploitez à pleine capacité, mon étude est légèrement différente. Je regarde la fiabilité des systèmes causés par la nature même du solaire et de l'éolien. Nous exploitons un réseau qui intègre très peu ou pratiquement zéro renouvelable. Donc, le plus gros défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de prédire cette variabilité, surtout à l'avenir, parce que nous avons tellement de solaire et nous avons tellement de PV que nous ne voyons pas. Et si vous regardez seulement les périodes piques, vous allez avoir beaucoup de véhicules électriques. Il est très difficile de prédire les modèles de charge des véhicules. Il y a beaucoup de variations de ceci, dans le sens que en Californie, nous avons beaucoup de critères comme la réponse à la demande, l'efficience, etc. Donc, nous avons, il devient de plus en plus difficile de prédire et de corriger les déficiences. Nous travaillons avec de nombreuses universités. Mon problème le plus grave est comment prédire quels sont la difficulté pour moi est de prédire 6 variables en même temps, surtout sur l'avenir, et de connecter tout ceci avec la fréquence. Ici, c'est le plus gros défi auquel nous faisons face et que je crois que l'ensemble du monde a. C'est de... Laissez-moi appesantir sur ceci. Autrefois, N-1 était une préoccupation, N-2 est une préoccupation. Aujourd'hui, N-0 est la plus grosse préoccupation avec l'intégration des renouvelables. C'est une donnée à laquelle vous devez véritablement réfléchir. Mr. Loutan, second question. La deuxième question, quelle est la principale source de votre production à partir de biomasse et biogaz en Californie?
is not a lot. Je crois que ces 6 mégawatts n'est pas énorme en comparaison avec les éoliennes et le solaire. Donc, mais nous nous concentrons surtout, pardon, le renouvelable, c'est un très faible pourcentage. Presque insignifiant. Next question. La prochaine question qui a été posée par M. Lee Daniel Thomas. Étant donné la complexité d'intégrer le solaire dans un réseau électrique, les coûts et la non-disponibilité des énergies renouvelables, 24 heures sur 24, d'après vous, est-ce qu'un pays en voie de développement peut se reposer sur les énergies renouvelables pour devenir un pays industrialisé, dans le fond? Deuxième partie de la question. Comment comptez-vous protéger la planète contre les débris, les panneaux et les batteries qui sont vraiment nocifs après leur durée de vie? Ok, je vais reprendre alors. Donc, la question a deux volets. Le premier volet, c'est comme suit. Vu la complexité d'intégrer le solaire dans un réseau électrique, les coûts et la non-disponibilité des énergies renouvelables, 24 sur 24, d'après vous, est-ce qu'un pays en voie de développement peut se reposer sur les énergies renouvelables pour devenir industrialisé? So that's a very interesting question, and let me take the first piece here. With the solar production, with the amount of solar that we got, yeah, okay. So with the amount of solar avec le modèle d'énergie solaire que nous avons actuellement, nous voyons beaucoup de variabilité, mais nous avons établi le système de mise aux normes le plus drastique à travers le monde. C'est un des plus normalisés au monde. Nous avons l'obligation de contrôler le système toutes les minutes. Nous le faisons toutes les 4 secondes et nous devons nous rapporter au Conseil de viabilité de l'électricité des États-Unis. C'est très difficile à faire. C'est pour ça que nous essayons d'améliorer la capacité de CAISO aujourd'hui. Ceci n'existe. Même en Allemagne, les normes ne sont pas aussi strictes. Et ils nous demandent comment nous contrôlons nos fréquences. Nous leur disons que nous permettons seulement à la fréquence de continuer. Ceci, on ne peut pas le faire dans la plupart des pays. Vous n'avez pas ces normes qui sont déjà développées et que vous devez respecter. La même question maintenant. C'est la même question que le ministre nigérien m'a dit, mais est-ce que nous devons faire simplement un grand bond en avant et que le gouvernement nigérien doit faire d'intégrer les renouvelables? Je vais vous dire la même chose. Si vous captez toute l'énergie solaire et éolienne pour l'intégrer au système existant, la moitié de votre problème est résolu. Si vous installez des batteries, ceci va vous permettre d'adresser également la variabilité que vous rencontrez. Et là, vous n'aurez pas à vous préoccuper trop des normes. Ma grosse préoccupation, ce sont les normes. Et pour ceci,
c'est pour moi une préoccupation. Nous avons créé nos premiers standards il y a plus de 20 ans. J'ai travaillé dessus. Aujourd'hui, nous fonctionnons à partir de ce même standard et nous avons environ 50 mégawatts d'intégrer au réseau généraux. Ce n'est pas très rapide. On a encore le même standard quand on va augmenter la capacité d'éjection, on changera les standards. Mais aux États-Unis, tout n'a pas été réglé. Nous avons aussi nos propres défis. L'intégration du net metering, net billing pourrait contribuer à stabiliser la fréquence du réseau électrique en Haïti, compte tenu du nombre croissant de clients industriels en autoproduction de la région de Port-au-Prince. So I missed the first part because you were J'ai raté la première question. I'm sorry. J'essayais. OK, on va reprendre si vous permettez. Oui, s'il vous plaît. Pensez-vous que l'intégration du net metering, net billing, pourrait contribuer à stabiliser la fréquence du réseau électrique en Haïti, compte tenu du nombre croissant de clients industriels en autoproduction de la région de Port-au-Prince? So I think if I understood the question correctly, Si j'ai bien compris la question, that the c'est le Nigerian même problème que les Nigériens confrontaient. Et peut-être que vous pouvez maintenant comparer avec votre système. Beaucoup des gros consommateurs, des gros clients, avaient leur propre génératrice au diesel parce qu'ils avaient un problème de production d'énergie. Donc, ils ont créé leur système de backup. Donc, j'ai dit deux choses au ministre. Si vous pouvez garantir la fiabilité de votre... Si vous pouvez avoir une maintenance, un système de backup pour qu'il n'y a pas de blackout, il n'y a pas de coupure. S'ils veulent... Si ce serait peut-être mieux que d'avoir fonctionné entièrement au diesel ou au gaz. Comment maintenir la fiabilité? Et maintenant, quand vous regardez le net metering, ça va aider, mais un domaine encore plus vaste, question pendante, c'est comment gérer les pertes. Another question. J'ai remarqué que la Californie, la décarbonation coûte énormément. Comment un petit pays peut-il commencer à moderniser son réseau avec peu de ressources? Et quelle stratégie utiliser en Californie pourrait être adaptée au contexte haïtien? and that's a tough one. I think Pierre Je can crois que also. c'est une question clé et je suis sûr que Pierre peut également répondre à cette question. En Californie, ce que nous faisons, le renouvelable nous aide à réduire les gaz à effet de serre. Peut-être que c'est difficile au départ, mais si vous regardez sur l'Internet ce qui se fait en Chine, en Inde, c'est plus comparable. Ok, c'est plus facile de comparer avec l'Inde et la Chine. La Californie est très différente de ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous regardez la nouvelle administration, ils n'ont pas les exigences aussi strictes pour les renouvelables que nous avons nous-mêmes en Californie. Donc les États-Unis même sont différents de la Californie.
regardez une ville comme Pittsburgh, en Pennsylvanie, là encore c'est différent. Eux, ils se basent encore sur le charbon, ils utilisent encore, je sais qu'ils ont encore beaucoup de charbon. Je parle avec un ami qui y travaille, il me dit que les exigences en Pennsylvanie sont très différentes. En Haïti, ce n'est pas nécessaire, je crois, que vous devriez passer à 100% de renouvelables. Maintenant, vous devez regarder aujourd'hui à d'autres sources d'énergie dont vous disposez aujourd'hui, sans négliger les renouvelables. Faisons ce que nous pouvons faire par opposition à ce qu'on fait dans d'autres pays où le contexte est différent. I don't know if you have can have Je ne 10 sais pas. Je ne sais pas si nous pouvons prendre encore 10 minutes pour les questions. My meeting, they're going to break for lunch. And as En soon as fait, je suis dans une salle qui m'a été prêtée. Et le meilleur du côté de la salle pour conclure, parce que là, il faut qu'on termine pour qu'on puisse libérer l'assistance pour prendre notre lunch. Il n'y aura pas de questions dans la salle. Donc, la dernière question que j'aimerais poser à Clyde et Obed, c'est surtout des questions liées à la réglementation. Donc, j'ai vu le succès qu'ils ont eu pour intégrer les renouvelables au niveau de la Californie. Je ne sais pas si Clyde pourrait partager avec nous les éléments de gouvernance ou le cadre réglementaire qui a été mis en place pour atteindre ce succès-là. Donc, au point de vue de la régulation, quels sont les éléments qui ont été mis en place, qui ont facilité l'intégration des renouvelables? Je sais que les pays sont différents, mais Clyde pourrait s'inspirer de ce qui a été fait aux États-Unis pour dire, par exemple, un pays comme Haïti, et en termes de cadre réglementaire à mettre en place, et pour atteindre un succès à ce niveau, quels devraient être les éléments de ce cadre-là? Il peut être très succinct, puisqu'on va mettre fin à la présentation du côté de la salle après cette question, pour qu'on puisse aller prendre le lunch et revenir à 1h30 pour continuer la session. Maintenant, au niveau des villes, nous avons un conseil qui détermine la quantité d'énergie que l'on peut dériver des sources renouvelables. Maintenant, 20 ans après, nous nous sommes assurés que nous prenons en compte les recommandations de l'Agence pour l'air et l'eau. Nous avons des milliers de mégawatts de centrales qui intègrent l'eau des océans, de la mer, qui l'utilise pour refroidir les équipements, mais encore pour produire de l'énergie. Et ceci encore cause un certain effet sur la vie marine. Donc nous devons nous assurer que nous mettions sous forme de graphique toutes ces données, mais nous ne pouvons pas agir sans plan coordonné. Nous avons aussi un conseil pour l'énergie qui fait ses propres calculs, qui nous fournissent des données. Nous avons le Conseil des services publics de la Californie qui nous dit si nous devons construire des centrales d'énergie renouvelables, par exemple, offshore. Ils nous disent que nous devons importer l'énergie hors État. Donc, quand nous faisons nos calculs,
we need to make nous devons intégrer les recommandations, les réglementations, les données de toutes ces agences qui prennent en compte toutes ces variables. Et moi, ce que je fais, je m'assure que nous pouvons nous conformer aux exigences actuelles qui sont en train d'être produites au niveau fédéral. Nous devons nous assurer que nous agissons en conformité avec toutes ces normes. Par exemple, en 2027, nous aurons un nouveau standard qui régule la capacité de faire face qui nous demande de répondre à la demande et non pas à la capacité. Donc là, il nous faut prévoir la capacité à différentes heures de la journée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Nous avons découvert qu'il y a une capacité de répondre au pic de demande, mais pourtant pas à la variabilité de cette demande. Donc, il nous faut intégrer toutes les données de variabilité et non pas seulement les données qui concernent les heures de pic. For your availability, Mr. Luton. Thank you, Mr. Obed. Merci, le Touloutan, de votre disponibilité. Merci, Monsieur Obed. Merci de votre disponibilité. Aujourd'hui, nous apprécions que vous ayez consacré du temps. Oui. Été répondu. Peut-être qu'on peut les prendre hors ligne à un autre moment. Donc, on s'excuse. Donc, le temps a fait défaut pour la présentation. Donc, juste pour rappeler qu'on a une présentation à 1h30. Donc, on vous attend. Donc, on va laisser tout le monde aller luncher et se dégourdir un petit peu les jambes. Et puis, retourner frais pour la troisième session qui va débuter à 1h30. Merci, Ludmilla. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Luton. Thank you, guys. Mr. Doyle. Thank you. Yes. Merci à tous.